Et oui, d'une terrible nouvelle tombée lundi après-midi, pardon. Oui, on a appris le décès donc de Clément Houbrerie. Il avait 59 ans et donc si vous connaissez le travail de ce dessinateur, auteur de la bande dessinée, donc auteur de bande dessinée également, vous n'avez pas pu passer à côté de Aya de Yopougon, la série qu'il avait créée avec Marguerite Aboué chez Gallimard. Clément Houbrerie, il était également bien connu pour son travail avec celle qui était son épouse, la scénariste Julie Birman. Salvador Dali, Pablo Picasso, Isadora Duncan ont repris vie à travers son dessin et surtout un style reconnaissable et inimitable. On savait tout de suite quand on voyait un personnage, voire même une scène de rue, qu'il s'agissait d'un travail de Clément Oubréry. Alors n'oublions pas également la série Rolling Stone, l'aventurière à la Indiana Jones des années 1930. Quel plaisir ça a été de suivre ses aventures depuis l'Éthiopie jusqu'en Irak. Je n'oublie pas de citer Les Royaumes du Nord, une série d'aventures avec Stéphane Melchior. Mais moi, le titre qui me tient vraiment le plus à cœur, réalisé avec Leila Slimani, c'est À main nue. Non seulement en raison de son personnage principal, la chirurgienne Suzanne Noël, qui a dédié sa vie à la reconstruction physique, notamment de ceux qu'on appelait les gueules cassées après la Première Guerre mondiale, et de celles et ceux rescapés des camps de la mort qui voulaient effacer ce terrible matricule qui leur avait été gravé sur l'avant-bras. Et à main nue, c'est un album qui m'a beaucoup touchée parce que ça a marqué mes débuts sur un site spécialisé dans la bande dessinée que nous avons tous la chance de fréquenter, puisque d'ailleurs son rédacteur en chef est parmi nous, Damien. Donc Clément Houbrerie avait travaillé avec Gallimard BD, les arènes BD, Dargo. Les communiqués de presse que nous avons reçus ces derniers jours sont tous très touchants et soulignent la perte d'un tel auteur. Merci Clément Houbrerie pour les magnifiques moments que nous avons passés grâce à votre trait et à la sensibilité que vous faisiez ressortir grâce à votre travail. Donc Claire a un mois d'avance, la chronique est déjà faite, elle est déjà enregistrée. Claire, c'était 1 minute. Ah oui, Eh ouais, oui, eh oui. Bah oui, c'est. N'est-ce pas? Bon, et je pense Mais que. il fallait un hommage pour cet auteur. Il fallait un hommage pour cet Ouais, auteur. c'est vrai. Voilà, C'est ouais, pas plus ouais. mal qu'on se soit un peu appesanti là-dessus. Mhm. Alors, est-ce que le. Donc, alors, mes chers collègues, je suis convaincu que à la réécoute, on verra que, que personne ne m'entendait depuis qu'on a commencé l'émission. Et Ah, avant que Claire toi ne parle. perso? Je suis convaincu, on va voir. Ah, Mais ça va être. ah. Donc, je referai ma news après, après que tout le monde soit et parlé. Euh, Si on peut nous confirmer dans le chat si on entend bien Yannick, Maintenant, il Tout le devrait monde, du m'entendre. coup. chouette. Mais je Tout le pense que. monde, du coup. Mais voilà. Alors, on va passer la parole à Marie. Ouais, ok. Marie. Nice. Vous allez voir, je vais vous passer d'un sujet super sympa aussi. Ouais. Alors, si vous fréquentez Instagram, vous l'avez peut-être déjà un peu entendu, vous l'avez vu passer. Il y a eu un scandale Shogakukan la semaine dernière. Shogakukan qui n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai dans cette catégorie. Donc, Shogakukan, grand éditeur de plusieurs magazines de manga au Japon, de livres reliés également, qu'on publie largement en France. Je vous parle de Shogakukan parce que il y a eu un petit souci, des révélations. Alors excusez-moi, je pousse mon chat de là. Ah, salut le chat. Le chat est toujours là. Le média Live Door News, qui est un média japonais, malheureusement, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu retrouver les articles originaux, parce que c'est un média qu'on ne peut pas lire quand on n'a pas une adresse VPN localisée au Japon. Donc, Live Door News a dévoilé que le mangaka Shoichi Yamamoto, qui est l'auteur de plusieurs séries, notamment Operation Fallen Angel, en cours de publication, a été accusé, est accusé d'agression sexuelle sur mineurs lorsqu'il était professeur de dessin dans un lycée privé sur une jeune fille de 15 ans. Je dis pas à son coup d'essai parce que l'auteur a été
Alors, le Shogakukan n'est pas à son coup d'essai parce que c'est la deuxième fois qu'il réembauche un auteur après une condamnation de ce registre pour agression sexuelle. Donc, l'auteur a été réembauché pour une nouvelle série sous un nouveau nom, Ordinary Mask, sous le pseudonyme Ichiko Hajime. Deux séries qu'on ne peut pas encore lire en France et qu'on faut le souhaiter, il faut croiser les doigts pour que ça n'arrive jamais. Donc l'auteur a été condamné, le Shogakukan, notamment le magazine Manga One, a réembauché l'auteur pour une nouvelle série sous un autre pseudonyme. C'est exactement ce qui s'était également passé chez Shogakukan, également avec l'auteur de Act Age. Ça doit vous parler aussi un petit peu. Donc voilà, bon, pour faire court, l'auteur a été effectivement à nouveau arrêté et mis en examen pour prostitution et pédocriminalité et pédopornographie. Ces deux séries annulées selon la dite maison d'édition. Shogakukan qui a également donné des excuses aux autres auteurs concernés, notamment la dessinatrice de l'une des deux séries. À noter que plusieurs auteurs se sont désolidarisés du magazine éditeur Manga One. C'est le cas de One Punch Man, de Rumiko Takahashi, de Ranma Demi par exemple, ou encore de Kanehito Yamada, qui fait l'actualité grâce à Frieren en ce moment. Voilà, j'ai pas fait une minute non plus. Tu diras quoi le mois prochain si les gens y votent pour cette actualité à développer? Bah, on repassera la chronique. C'est pas grave. Damien et Matt. Je trouverai toujours plus à dire. Damien et Matt, ça, je compte sur vous pour tenir le concept. Alors, à qui avais-je donné la parole en premier? C'est à Damien et moi je clôture. Et toi tu clôtures. C'est toi tu vois. Et à Damien, je t'en prie. Alors moi je vais continuer dans les mauvaises nouvelles. Là c'est une très mauvaise nouvelle pour l'ensemble des acteurs et des actrices de la bande dessinée, puisque il y a eu le 19 février dernier, le gouvernement de Sébastien Lecornu a promulgué sa loi de finances. Et dans sa loi de finances, il y a une baisse très importante des subventions pour le CNL, le Centre national du livre. Je ne sais pas si vous voyez, mais parfois dans les livres, quand on ouvre au début ou à la fin du livre, il y a marqué aide du CNL. Voilà, un auteur ou une autrice soumet son projet et ensuite, eh bien, si la commission, il y a une commission spéciale bande dessinée et si cette commission dit OK, eh bien, il y a une bourse qui est versée. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur ces baisses de subventions qui sont énormes, hein, c'est 16%, eh bien, il faudra voter pour moi. Pour les hausses de subventions, votez Damien aussi. Oui, exactement. Voilà. Moi, si je pouvais avoir de l'argent et en donner à tout le monde, il n'y aurait pas de problème. Chers collègues, je tiens à ce que nous fassions une hola pour l'arrivée de Yomi-chan parmi nous. Salut Yomi-chan. Hello. Voilà. Dans notre chat. Elle est là. Elle est là. Donc voilà. Donc voilà. Donc, merci Yomi-chan, tu vas voir. Ah bah. C'était la moindre des choses. A priori, Yomi-chan. Je vais faire une hola pour Damien qui a tenu les 1 minute, mais c'est non. Ouais, mais ça c'est normal. Alors que étant donné le nombre qu'on est ce soir avec tous les gens qui nous ont zappés, l'arrivée de Yomi-chan était un événement majeur de cette émission. Et très important. Oui. Exactement. Voilà, les autres, si vous voulez une hola, il faut vous manifester dans le chat. Voilà, vous savez maintenant. Exactement. Voilà. Et donc, non, c'est nous les autres personnes qui sont dans le chat, je pense. Pas que, bordel. Comment les vulgaires. Déjà, il y a moi dans le chat. Aussi. Moi aussi. Voilà. Et donc, voilà. Bon, puisque tu tiens le crachoir, mon cher Mathieu, c'est continue, vas-y. Alors, je vais effectivement rebondir et tâcher de faire ça en rapidement, vraiment, je vais succéder donc à Damien. Alors, il vient de vous le dire, le CNL a eu son budget est nettement amputé. Il faut savoir que en France, moi j'ai consulté 2 sites que je vous invite à voir. Alors le premier, c'est l'article qui a été réalisé par Thomas Mourier pour le site Bubble. Le seul site, je vais essayer de pas inonder ma petite chronique de chiffres, mais sachez que en tout cas, sur 109 000 artistes auteurs vivant principalement du droit d'auteur, à peine 50 000 dépassent le seuil d'affiliation aux retraites. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui gagnent
en moyenne 10 485 euros par an. Donc ça peut vous pouvez imaginer qu'il y a à peu près 60% qui gagnent moins que le SMIC annuel et 43% qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc ça, c'est pour les artistes auteurs. Et alors, il y a un autre article que j'ai trouvé sur les nouvelles news, un article qui se base sur l'étude du syndicat national des artistes plasticiens. Donc c'est un syndicat qui regroupe aussi bien des sculpteurs, des sculptrices, des photographes, des graphistes, des designers, designeuses, des peintres, des graveuses, des graveurs, et aussi bien sûr des autrices et auteurs de bandes dessinées ainsi que des illustratrices. Alors là, je ne vais pas non plus vous saouler avec tous les chiffres. Les chiffres, ils sont extrêmement alarmants. Ce sont des chiffres qui ont été repris notamment sur le site internet, sur le compte Instagram, pardon, du SNAP CGT, donc le SNAP, Syndicat national des artistes plasticiens, donc en collaboration avec la CGT. Et sur ce site-là, simplement, donc pour tout ce qui concerne la bande dessinée, il faut juste retenir un chiffre qui est vraiment, vraiment très alarmant, c'est de voir la disparité qu'il y a entre les autrices et les auteurs de bande dessinée. Le chiffre à retenir, une autrice gagne en moyenne 10 800 euros par an contre 23 100 euros pour un auteur. Donc ça, c'est vraiment le chiffre qui fait un petit peu froid dans le dos. Pour vous donner un ordre d'idée, 10 800 euros de revenus en moyenne par an, ça veut dire que la plupart de ces gens-là vivent en dessous du seuil de pauvreté en France qui est fixé à 1288 euros par mois. Donc c'est vraiment extrêmement alarmant. Il y a également Lulubi qui a fait un post, et d'ailleurs c'est le visuel que j'ai utilisé là pour parler de cette situation assez précaire et de la différence croissante qu'il y a entre autrices et auteurs de bande dessinée. Donc Lulubi a fait un post Instagram, allez le lire, il y a plein d'informations. La conclusion en tout cas, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes autrices qui risquent de quitter, eh bien malheureusement, la profession. Il faut savoir aussi qu'il n'y a que 33% d'autrices de BD dans le monde de la BD aujourd'hui. Eh bien, Et J'ai ces merci. dépassé la chiffres minute, m'énervent mais j'ai essayé d'être. énormément. Voilà. À l'avenir, je vais prendre tous mes petits camarades et je vais leur faire réviser leurs news avant pour leur montrer ce que c'est qu'une minute. Merci Damien, tu as été brillant Avec un sablier. avec un sablier. Ouais, Oui, je vais mettre un décompte à l'écran. mais Euh, j'en reviens pas que tu me dis ça, moi, la maître du sablier à la radio. oui, bah oui, mais on sent bien que tu t'étales, hein. On sait bien que tu t'étales. Alors, Ouais, je dépose en je ne connais lien plus de limite. pour Oui, ben, élire ah la oui, news qui sera développée le mois prochain. ah oui, ah, un sondage, tu veux dire? Ah ben, il y a un C'est ça. sondage qui Ah, arrive dans ouh, le chat. Voilà, je vous partage le lien. Normalement, est-ce qu'il est arrivé? Non, sans doute pas, parce que j'imagine il va m'embêter. Donc, oui. voilà. Bien, pour voter, donc je le remets ailleurs, pour la news à développer le mois prochain. Voilà, Donc hop, ils ont ça y est, c'est dans le chat. tout le, Voilà, vous avez un tout le mois. mois pour. Ouais, Voilà, ok. tout à fait, pour cliquer sur ce lien, voter, on le mettra à dispo sur nos réseaux sociaux. Et l'un d'entre nous développera une de ces news dans l'émission d'avril. N'hésitez pas à voter. Merci, chers camarades. Maintenant que nous avons fini avec les actus, nous allons passer un nouveau temps, un temps spécialement consacré à cette nouvelle émission, qui est l'édito. Et l'édito, ce mois-ci, le point de vue, l'expression libre, elle est attribuée à Mathieu Morvan, Roulement de tambour. qui va, comment dire, Roulement de tambour, ouais. voilà, et qui va vous expliquer pourquoi est-ce que derrière son setting est absolument pourri ce soir. Il y a un beau fond Non, d'écran. nuance. Non, non, c'est un setting qui est en construction, nuance, nuance. Alors, là, pour le coup, j'ai 5 minutes, donc je vais tâcher de m'y tenir. Je me mets un petit chrono pour pas me faire taper sur les doigts après. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'un déménagement de bande dessinée, ça peut être quelque chose d'assez éreintant et d'assez compliqué. Je vais balancer des infos qui sont certainement des choses qui vont vous sembler évidentes. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais peu importe. J'ai utilisé différents trucs dans mon déménagement. Alors, je vais essayer de le montrer. Alors voilà, ce que vous voyez derrière, ici, vous voyez la grosse caisse grise là. Alors ça, c'est des caisses de la marque Alibert. Il faut savoir que c'est des caisses qu'on peut vraiment
facilement remplir, on peut facilement mettre des BD dedans. Je précise qu'on ne peut pas mettre des BD grand format sauf sur le dessus parce qu'elles sont un peu incurvées comme ça. Donc d'abord on met des petits formats et puis ensuite on met des plus grands formats. Il faut savoir que c'est des caisses qui sont, une fois que vous les avez chargées, extrêmement lourdes à déplacer. Donc euh, attendez, je reviens, j'ai un problème de chauffage. Ne quittez pas. Ouh là là. Alors là, celle-ci, elle est pas mal. Alors là, je pense que vous allez assister en direct à la partie dégâts des eaux liés au déménagement. Ça va être très sympa. Excusez-moi, j'ai eu un chauffage qui faisait énormément de bruit, j'ai donc été obligé d'aller le couper. Ok, Désolé. d'accord. Petite interruption volontaire, mais je reviens vite. Donc les grosses caisses là, elles sont pratiques, on peut les vider, on peut les revider, on peut les re-remplir, c'est cool, mais le problème en dehors du poids, c'est que les poignées, elles sont ultra coupantes, donc il faut vraiment faire attention avec ces caisses là. C'est vraiment L'autre du détail. mais c'est important et il faut le savoir. La marque Alibert, faites gaffe, prenez des caisses Alibert avec les poignées toutes douces pour vos petites mains. Ça, c'est important. Et puis alors, l'autre petit conseil, les caisses que vous voyez sur le dessus, là-haut, eh bien, ce sont des petites caisses carrées. Ces caisses-là, elles sont super pratiques pour la BD parce que, bah, du coup, vous pouvez les charger, vous pouvez bien les remplir. C'est un petit peu lourd, mais pas trop. Et les potes, quand ils font le déménagement avec vous, ils s'en plaignent un peu, mais pas trop. Donc, franchement, ça va. Alors, je m'adresse aux gens qui ont peut-être à côté de chez eux un libraire spécialisé en bande dessinée. Ça arrive, c'est super pratique. N'hésitez pas à aller le voir et à lui demander spécifiquement des caisses, par exemple, les caisses des belles lettres, les belles lettres diffusion. Je pense que vous voyez en fait de qui je parle. C'est des caisses qui sont pas très grandes, super costaudes. On peut bien les réutiliser, bien les retransformer, les remonter et tout. C'est super pratique parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de fournisseurs, donc de distributeurs de livres dont les caisses sont vraiment irrécupérables ou inutilisables. Je pense particulièrement à Interforum, par exemple, Interforum Editis. Ça, ce sont des caisses des caisses paroles de libraire. C'est vraiment des caisses toutes pourries. Ça, vous n'en ferez vraiment pas grand-chose. Et puis, alors, aussi, détail important, je pense que ouais, je suis à 3 minutes aidé, donc là, ça va. Je peux ne pas trop speeder. Alors, je vais essayer de vous orienter un peu le téléphone, vous allez me dire. Ok, vous voyez un peu... ouais, vous voyez sous la pile de livres, là. Je vais essayer de l'indiquer avec ma petite main, là, vous voyez. Là, il y a une pile de livres, voilà, en dessous. Juste ici. Ça, c'est des caisses qui sont en fait un petit peu plus grandes. Et pourquoi est-ce que des caisses comme ça, je les ai aussi utilisées? Parce que dans sa bibliothèque, on a aussi des bandes dessinées qui sont hors format, des tirages de tête pardon, qui sont très précieux, ou carrément des BD qui sortent de l'ordinaire. Je pense à Building Stories de Chris Ware. Eh ben, ce genre de caisse, c'est fait pour. Donc surtout, ayez aussi dans votre bibliothèque des caisses qui soient un peu de ce format-là, des caisses pour trimballer des livres qui sont un peu plus précieux. Donc franchement, n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, en dehors du scotch que vous pouvez trouver dans n'importe quel bricot, je veux dire, un dérouleur. Un dérouleur, les gars, il vous faut un dérouleur pour scotcher les caisses. Super important, le dérouleur, ça rigole pas. Le Et magnète du puis, déménagement. mais oui, mais oui. Et alors le dernier point, et j'en finirai avec ça, je suis à 4 minutes aidé, donc ça va. Le papier bulle. Alors le papier bulle, ça honnêtement on n'y pense peut-être pas assez, mais quand vous avez des cadres à emballer, de ce genre de trucs, franchement le papier bulle, hyper important. Où s'en procurer? Mais c'est très simple. Allez chez Brico, encore une fois, ou le roi Merlin, Monsieur Bricolage, peu importe, on s'en fout. Mais donc, le papier bulle, hyper important, surtout du papier bulle recyclé, vous savez? Parce qu'il y a le papier bulle qui est tout clair, qui est plein de plastoc dégueulasse et tout, qui est voilà. Mais par contre, le papier bulle qui est un petit peu colorisé, comme ça, il est un peu plus brun, il est un peu plus foncé, quoi. Ça, c'est le papier bulle qui a été recyclé. Donc prenez ce papier bulle là. Voilà, j'ai fini. Dans la Ok, catégorie déménagement mais voilà, les déménageurs déménagement bretons, de c'est livres. le mat. Voilà, non. Voilà, Et surtout voilà, de voilà, voilà. livres, dans le déménagement de bibliothécaires. Exactement. Voilà. Euh, Et j'ai je dû le faire monte à le mien il n'y a l'écran, pas je sais pas si si on le longtemps. voit. Voilà, 4 minutes 50, ok? Donc là, je suis dans les clous Ça là. me laisse 10 secondes. Ok, j'ai dû faire le mien il n'y a pas longtemps. Et quand vous n'avez pas toute cette belle panoplie de cartons avec les bons formats, machin, avec les poignées pas coupantes, bah, les cartons que vous pouvez recycler à droite à gauche quand vous recevez des services presse par exemple, si vous en recevez, c'est aussi pratique. Mais n'oubliez pas de faire comme la vaisselle, vous mettez les serviettes de toilette autour des vêtements parce que déjà ça vous évite d'avoir des cartons trop lourds.
Et parce que les livres, c'est beau, ça s'empile bien, mais par contre, Ouais. ça casse J'ai le oublié de dos. le dire. Super bonne idée, effectivement, comme le dit Marie, de mettre entre les BD des serviettes, ce genre de choses. Ouais, tout à fait. Pour protéger les bouquins. C'est nickel aussi. Ouais. Et Eh pour ben, Voilà. protéger vos articulations de petits vieux. Mathieu, tu sais combien tu avais de bouquins que tu as Alors, transportés? c'est une estimation, parce que j'ai jamais compté. Je Mhm. pense que j'en avais à peu près 1000. Donc, grosso modo, 1000, peut-être un peu moins. C'était réparti dans quatre grandes bibliothèques et puis deux, quatre et puis six petites bibliothèques. Donc ça faisait à peu près 1000 bouquins. Et pour tout ça, y compris pour mes autres affaires un peu en plus, quoi, je devais être autour de 80 caisses. Voilà, comme ça, 80, entre 80 et 100 caisses, parce que les caisses que vous voyez grises là, je les ai vidées. Il y en a en tout, j'en avais 11 et je les ai vidées 2 fois. Donc voilà. Ça, on a fait des allers-retours, quoi. Et voilà. Donc ça fait du matos. Ça fait Après du des news matos. Pour les vêtements. extrêmement anxiogènes, vous constaterez qu'on s'est occupé de vous. Je veux dire, le service aux viewers était de qualité. Yeah. Merci N'est-ce Mathieu. pas, quoi? Mais avec Ah grand ben, plaisir. Avec du grand papier plaisir. bulle recyclé, mais trop bien, nous dit Micha dans le Oui. chat. Oui, je savais Ouais, pas ouais, non plus ouais. que ça existait. Carrément. Top. Mais non, le papier bulle Faut recyclé, le faites dire confiance à Matt. à certains éditeurs, hein, d'ailleurs. Faut le dire à Absolument. certains éditeurs. Absolument. Voilà pour l'édito. On retrouvera le mois prochain un nouvel édito par une nouvelle personne. Nous vous laisserons la surprise. En attendant, eh bien, partie suivante. Partie suivante à l'écran, elle s'affiche. Et vous le voyez, c'est le club lecture. Le club lecture, on l'a conservé. Et on l'a conservé dans ce moment particulier qui est le collectif MAG. Et pour une fois, nous sommes sortis de nos sentiers battus, certains plus que d'autres, vous allez voir. La particularité de ce... Il y a comme une nouveauté sur le club lecture, je vous le dis tout Ah, de suite. Nous avons choisi un titre, vous allez le découvrir dans pas longtemps, mais dans le courant du mois de mars, c'est vous qui allez choisir quel titre du mois de mars nous allons traiter en club lecture début avril. Donc on lancera un petit quiz sur les réseaux sociaux et on vous demandera eh bien, de quel album vous avez envie qu'on parle. Parce que jusqu'à présent, on traitait un album à venir. Et puis, eh bien, souvent, vous nous disiez que vous n'aviez pas eu le temps de les lire, forcément, puisque nous, on a des coups d'avance. Parfois, on lisait des bouquins qui étaient à sortir 15 jours plus tard. Donc là, on va traiter un album qui est déjà disponible en kiosque, en plus qui est une réédition, donc vous pouvez le connaître. Mais en avril, ce sera un titre de mars que vous choisirez, que vous allez nous imposer. Vous pouvez nous imposer du Titeuf, vous pouvez nous imposer du Boys Love, vous pouvez nous proposer de l'érotique, de ce que vous voulez. Alors, Euh, je sais pas toi, mais il y a un lien, il y a une connexion entre Boys Love et érotique. Hein, je oui, dis. c'est vrai, pardon, oui, c'est vrai, oui. Je pensais à de l'érotique plus chaste. Plus chaste. Encore que je suis pas sûr que Twitch et Non. les réseaux sociaux aimeraient, donc on va rester raisonnable. Donc, Par contre, club ne nous lecture. imposez pas du Titeuf, C'est- Il s'il y vous a, plaît. il y a Captain Biceps qui sort le 1er avril, ça va être vachement bien. ça sort plutôt. Alors, le club lecture, je vous dévoile, et je vais faire un petit pitch de lancement. Pourquoi est-ce que le visuel ne s'affiche pas Alors, pendant que tu cherches le visuel, du coup, Ouais. moi, je vais vous communiquer le message de The Read English Ah oui. qui Ouais. vous dit, du coup, on peut lire en même temps que vous. Et oui, et oui, Mais oui, 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 vous pourrez découvrir les albums en même temps et mais feuilleter oui. en même temps. Et c'est vrai qu'avec le côté un peu image que vous aurez d'entre les mains, peut-être ça sera mieux. Tout à fait. Et Ça donc, vous donnera encore plus envie de filer en librairie. Et ça, on adore. c'est ça. Et donc, nous allons vous proposer, nous allons discuter ensemble du livre La Force des Oubliés, un manga de Hiroshi Hirata, republié aux éditions Comics Initiative à la fin du mois de février. Le pitch, je vais vous le faire assez simplement. Nous sommes sur un ensemble de nouvelles tirées d'histoires vraies, proposant des récits de personnes humbles dans le Japon féodal au XVIIe siècle. Un certain nombre d'histoires courtes qui vont permettre d'explorer ensemble comment est-ce que vivaient les gens à cette époque au Japon et surtout
comment est-ce que samouraïs paysans vivaient ensemble. Je vous invite évidemment à aller réécouter la solo consacrée au BD de samouraï. Elle est vachement bien pour le côté historique. Alors ça, c'est pour se lancer. Du coup, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si c'est un titre que vous connaissez déjà. On va vous montrer des planches, on va aller naviguer dans le bouquin ensemble. Qui parmi le groupe veut se lancer pour parler de La Force des Oubliés? Ah bah moi je veux bien. Allez, vas-y, Claire. Let's go. Yes, Claire. Claire, elle en a gros, elle en a gros. Non, parce que c'est vrai que c'est extrêmement compliqué et je viens de m'en rendre compte de lire quelque chose quand on ne possède pas les codes. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de me retrouver en CP en ne sachant pas la relation entre les lettres, les sons, enfin, c'était ça. Il m'a manqué des codes. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert l'album, heureusement qu'on me disait ça se passe dans les années 1607, 1644, je les ai notés, hein, 1637, parce que ne serait-ce qu'il y avait donc un habillement que je ne maîtrise pas du tout non plus. Donc, je pouvais très bien me dire, mais c'est un Japon de quelle période? Enfin, ça pouvait être, je dirais, notre Moyen Âge chez nous, ça pouvait être notre Renaissance chez nous. Je n'avais absolument aucune idée. Donc, alors là, vraiment, c'est terrible de commencer une lecture en n'ayant aucun repère. Alors, l'avantage là, c'est que ce sont des petites nouvelles qui font, je dirais, une vingtaine de pages, un peu plus d'une vingtaine de pages chacune. Et donc, les thématiques sont vraiment différentes. On aborde des problèmes de pêche entre deux villages, une histoire de maladie de la colère qu'on soigne d'une bien drôle de façon, d'un homme qui a tué le chien de son seigneur. Enfin, euh, mais toutes ces histoires qui paraissent être des histoires, allez, on va pas dire de voisinage, mais ou de collègues, ce sont des histoires qui, en réalité, permettent de découvrir la hiérarchie de la société japonaise. Chose dont je n'avais absolument aucune notion. Je savais qu'il y avait des seigneurs. J'avais entendu parler de Bushido, si je ne me trompe pas, de codes, de samouraï, des choses comme ça. Mais sinon, vraiment, ma culture concernant le Japon euh, tend vers le zéro plus. Et donc Et en là, plus, Non, il y a oui, quand plus, même, hein. il y a un Ouais. minimum quand même. Et donc, ça a été vraiment une belle découverte. Alors, le dessin, les textes se lisent très facilement. J'ai pas eu de problème avec le sens de lecture. Ça, je pense que maintenant, c'est quelque chose que j'ai acquis. Mais j'ai beaucoup aimé ce découpage avec d'abord le texte et pour terminer chaque chapitre, une sorte alors parfois discours entre un personnage et l'auteur. Enfin, pour remettre au goût du jour les événements qui s'étaient passés et ce que ça pouvait apporter dans la société actuelle. Voilà, ça c'est vraiment voilà, une belle découverte pour moi. Alors, c'est pas mon vecteur, le manga, c'est pas mon vecteur privilégié, mais je reconnais que ça fait du bien de remettre en question ses capacités et ses connaissances. waouh, Merci Claire. exceptionnel. Alors, qui veut prendre la suite maintenant? Ouais, moi j'y Euh, vais. Ouais, je t'ai grillé, bah, pardon, Mathieu, ah excuse-moi. ouais, pas sympa. Pardon, Non, non, vas-y, pardon, Damien. pardon. En fait, je comprends ce que Claire veut dire quand elle parle notamment de toutes les, toutes les références qu'elle pourrait avoir. Et alors moi, j'ai fait des études d'histoire, j'ai eu l'histoire du Japon en large et en travers, et Dieu sait que je m'en souviens plus trop non plus. Les shoguns, tout ça. Euh, je suis pas un spécialiste moi non plus du Japon. Néanmoins, j'ai lu pas mal de mangas de samouraï, et celui-ci m'a beaucoup plu aussi. Et en fait, ce que j'ai fait, je me suis dit que quand je ne comprenais pas, eh ben, je me disais que c'était pas grave. Tu vois, Claire, dans le sens où je lisais vraiment comme si c'était une aventure, comme si c'était juste un rapport de vassalité, c'est-à-dire entre les seigneurs et les vassals. Et du coup, ça m'a pas du tout dérangé, parce que je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je comprends pas tous les termes techniques
Après, si vous avez envie, vous pouvez aussi chercher sur Internet en même temps que vous lisez, hein. Mais c'était pas gênant. Et puis, ouais, vraiment du côté de l'aventure, des relations du Seigneur, les histoires sont très prenantes. Alors la première est un peu verbeuse, je trouvais. Il y a beaucoup trop de texte. Après, il y en a un peu moins. Ça fait surtout réfléchir au code d'honneur. Et ça, c'est vachement bien parce que c'est ce qui existait aussi à notre époque et dans nos contrées aussi. C'est très classique dans le découpage, dans la narration, donc c'est plutôt assez accessible. Et alors, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que ça dézingue. Et ça dézingue pour tout. Et notamment, ça découpe beaucoup de têtes. Ça m'a fait beaucoup rire. Puis alors, on va dire toutes les 3 pages, hein, ça dézingue tout le monde. Donc, c'est vraiment du samouraï pur. Et donc, c'est vachement bien parce que, ben, voilà, et même des fois, ben, j'ai failli, Monseigneur, j'ai failli, et donc le vassal se tue lui-même, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mm. Euh, En revanche, il y a peu de femmes, à un moment, il y a une histoire où il y en a un peu plus. Merci, Euh, merci. Ça, j'ai remarqué aussi, ouais, d'office. À fond. mais je pense que c'est. Voilà. Il y a c'est ce que disait aussi Claire, moi j'aime beaucoup la mise en situation de l'auteur à chaque fin de chapitre. J'ai trouvé ça vachement bien. Mm. Alors, ouais, moi j'ai bien aimé, j'apprécie toujours ce genre de lecture, alors que je sais pas forcément sur ça que je vais, mais à chaque fois que j'en lis, j'apprécie, et j'en ai lu plusieurs, et vraiment c'est vachement bien, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Très Il y a bien. beaucoup de Bah, choses à rebondir. Maths? Tu t'étais lancé tout à l'heure, Oui, Matt, donc si alors, bah oui, bah donc moi c'est vrai que je connaissais le travail un peu d'Hirata, mhm. d'abord avec Satsuma, et puis l'âme du Kyudo qui j'imagine ressortira aussi chez peut-être chez Comics Initiative, ou alors est-ce que c'est encore dispo, je sais pas trop. Alors je préférais personnellement le titre choisi au départ pour la première édition qui était sortie chez Delcourt, à savoir La Force des Humbles. Je trouvais ça ouais, beaucoup plus percutant que La Force des Oubliés. Parce que je suis Ah, assez d'accord. je trouve que je suis même plutôt partisan quand on lit l'histoire. Je trouve que je suis plus partisan d'utiliser le mot humble que le mot oublié en fait. oui. Enfin, je comprends pourquoi ils l'ont choisi. D'une certaine façon, ça peut se comprendre, mais je trouve qu'à la lecture, le mot humble est beaucoup plus à même de correspondre vraiment à l'essence même des histoires qui sont racontées dans le bouquin. Moi, pour avoir vraiment un peu bien lu quand même Lone Wolf et Cub, je trouve que clairement il y a le travail d'Hirata, on va pas me faire croire qu'il s'inspire pas, ou en tout cas qu'il n'a pas regardé comment travaille Goseki Kojima, parce que c'est vraiment il y a une vraie proximité graphique, pas pour tout, mais quand même on sent l'influence, notamment pour les scènes de combat, notamment pour je trouve qu'il y a vraiment un truc qui est assez proche, et comme moi j'ai adoré apprendre apprendre, je dis bien le mot apprendre, parce que quand je l'ai lu Lone Wolf, moi j'ai appris des choses. C'est ça que je trouve génial. Mhm. À l'époque, moi j'avais lu dans les petits formats, comment en tankobon, là, j'ai vraiment lu Lone Wolf quand c'était en petit format, pas les grands. Et déjà, il y avait un glossaire qui était hyper développé. Moi, j'ai fait, ah, mais c'est quoi un koku? Ah ouais, d'accord, c'est quoi un daimyo? Ah d'accord, c'est ça. Ah, un naginata, c'est ça. Putain, ok, d'accord, je connaissais rien du tout. Donc comme Claire, en fait, qui dit, je connaissais rien, j'étais niveau zéro. Bah moi, quand j'ai lu Plus. Lone Wolf, oui, les 0 plus, ouais. J'ai vraiment eu cette même sensation. Et alors me replonger là-dedans, quand on me réexplique, ah ouais, alors le cocu c'est ça et tout, j'étais là, pour moi c'était un peu une Madeleine de Proust, enfin je relisais ça, j'étais, ah oui, oui, c'est vrai, le machin et tout. Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est, bah, je connaissais un petit peu l'histoire de la constitution du Japon avec l'ère des Tokugawa, après la bataille de Sekigahara, tout ça, donc qui prend véritablement le pouvoir. Mais là où j'ai trouvé que c'était intéressant, et que du coup c'est hyper actuel, je trouve, c'est quand il explique quelle est l'intention véritable quand les Tokugawa prennent le pouvoir. Où il dit clairement, bah en fait, c'est une famille qui prend le pouvoir et qui aspire à la paix. Et pour aspirer à la Oui. paix, il faut maintenir les paysans dans un état de semi-esclavage. Parce Ah, qu'en c'est ça. fait, on va leur permettre d'avoir juste ce qu'il faut pour vivre, ils vont pas nous faire chier, et nous, pendant ce temps-là, on va en profiter à mort. Et je trouve que ça, le truc date des années 90, hein. Si je dis pas de Oui, bêtises, moi j'ai lu un peu le glossaire, c'est oui, 93 c'est je ça. crois. Ouais, c'est Il a ça. fait ça entre 90 et 93. Bah franchement, 30 ans plus tard,
Moi, je me dis, mais en fait, putain, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Enfin, c'est vraiment. Je me suis dit, bah ouais, gars, bah ouais, bah c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça va pas changer. Et donc, ça, j'ai vraiment trouvé intéressant. Et je terminerai là-dessus pour pas monopoliser la parole. L'absence des femmes, quand même, ça, c'est vraiment un truc qui est criant. Alors, on pourra dire ce qu'on voudra. À l'époque, oui, il a fait ça dans les années 90. C'était encore une société japonaise ultra patriarcale et tout. C'est le seul petit bémol, je trouve, peut-être qu'il y a à la lecture de certaines des histoires, c'est de se dire, bah, en fait, il y a un côté quand même un peu nostalgique. Il y a un côté, un brin réac, entre guillemets, mais réac, mais pas, pas quand même en mode c'était mieux avant, mais plus Non, pour non. nous dire, on a des leçons à tirer de ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois, et justement des choses qui sont positives, quoi. Quand, par exemple, il y a, c'est la troisième ou quatrième histoire, je crois, et quand il y a le vassal qui met une claque au daimyo en mode non, Oui. ça suffit, en fait, un seigneur, ça doit bien se comporter aussi, ça peut pas faire n'importe quoi. Je me suis dit, ok, c'est vraiment quelque chose d'actuel, et c'est très bien d'avoir raconté cette histoire-là. Bon, après, il y a un côté très extrême par rapport au Bushido, que nous, occidentaux, bah, en fait, on connaît pas trop. L'âme du combattant, le Bushido, la voix du guerrier, qu'on va suivre mordicus jusqu'à se faire seppuku, et peu importe que ce soit une décision complètement débile. Non, 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 c'est la voix du guerrier, faut la suivre, quoi. Bon, ça, aujourd'hui, il y a un côté un peu, forcément, un peu Ouais. désuet, quoi. Mais voilà. Donc, c'est mon ressenti, mais moi, j'ai vraiment adoré, quoi, évidemment. Super bonne lecture. Mm. Bon, bah, sans surprise, les femmes m'ont pas mal manqué hein, dans ce bouquin. Ah ouais. Bah, surtout que dès les histoires 1, il y a vraiment ce côté ah, elles sont toutes mortes! C'est exactement ce que je m'étais Not dit aussi. again! Elles sont Euh, suicidées ou elles sont mortes, en fait. Elles sont suicidées, ouais. Elles se sont suicidées à cause d'une histoire d'amour. Oh, la pauvre bichette. Ouais, non, 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 j'avoue, Donc ça, du coup, ouais, c'est... il y a un petit peu ce... Bon. Ouais. Voilà, qui me chiffonne forcément. Par contre, bah, je suis pas trop d'accord avec Damien quand tu dis graphiquement, il n'y a rien de nouveau. Enfin, graphiquement, c'est comme d'hab. Il y a des planches, c'est quand même assez... Ouais, un J'ai pas. découpage dans Non, les mouvements d'action avec Ouais, des ouais, planches qui sont empilées les unes sur ouais, les autres et tu vois que le mouvement il passe d'une case à l'autre. Enfin, ouais. il y a un découpage, c'est quand même Mm, vraiment non, j'ai dit que c'était assez classique. J'ai pas beau dit que quoi. c'était mauvais, j'ai dit que c'était mm. classique. Ouais, Moi, mais j'ai du coup, déjà lu plein de. enfin, je trouve pas ça classique dans le sens où Ah bah moi, je. aujourd'hui, les Ah ouais, codes bah moi, de j'ai ce déjà lu. bouquin-là, tu les retrouves vraiment dans les bouquins patrimoniaux en fait. Tu Mhm. vas retrouver aujourd'hui les codes classiques, bah, c'est les codes du Shonen Jump. Et Alors, globalement, en fait, c'est qu'est-ce que tu mets derrière le mot euh, classique. En fait, c'est qu'est-ce que ouais, tu mets c'est derrière ça. le mot Qu'est-ce que classique, tu mets derrière le mot classique? parce que C'est classique. Tintin, c'est Manga ou... classique. Tintin, c'est classique. Et je pense que Damien entend classique patrimonial, là où toi, tu entends sans doute un classique plus récent. Euh, Ah, peut-être. Il y a peut-être deux Mais générations d'écart. moi, Il y il a y peut-être une avait génération d'écart. Ouais, bon, ok, d'accord. Mais je trouve pas... Ouais, je trouve classique, je sais pas si c'est le bon terme, parce que justement, il y a peut-être un... Moi, aujourd'hui, mais ça, c'est mon côté vieille réac, je trouve que... Bah, bon, ça il y a certains découpages de mangas patrimoniaux, tu vois, qui mériteraient d'être réutilisés ou réexploités ou développés à nouveau dans de nouvelles œuvres, parce que j'ai l'impression, globalement, de lire toujours... Enfin, malheureusement, je pense que ça tombe sur le coin du nez de beaucoup de lecteurs de manga à un moment donné, mais en ce moment, j'ai l'impression de lire beaucoup la même chose, hein, pour trouver un découpage qui est innovateur et qui est dynamique et qui t'embarque, etc. Mujina, Bah moi, ça, c'est le dernier truc qui m'a claqué voilà. vraiment, qui Et m'a éclaté. c'est pas n'importe qui. Bah oui, Donc, évidemment. Inyo Asano Asano, ouais, pour c'est être. Inyo Asano. Donc lisez Mujina, c'est toujours hyper intéressant. Ouais, Il y a des trucs ouais, hyper ouais. intéressants à dire là-dessus, mais on pourra faire toute une chronique dessus. Mais Mhm, là, sur La Force des Oubliés, justement, le découpage, j'ai trouvé vraiment chouette. mhm, Et j'ai trouvé que, et c'est peut-être là où tu retrouvais du Lone Wolf and Cub, c'est mhm. Matt, j'ai retrouvé la même posture de dignité qui donne un côté extrêmement rigide, même aux planches qui sont hyper organiques. Mhm. Euh, c'est assez parlant en fait, c'est assez, c'est palpable en fait comme
à la lecture. Tu sens toute cette rigidité, cette noblesse Mhm. d'âme qui transparaît dans la posture des corps, dans la dynamique des mouvements. Enfin, c'est vraiment Ouais, il y a un assez côté singulier, je calligraphié trouve. aussi Ouais, et qui se trouve dans le mouvement qui est insufflé dans le dessin. Et ouais. puis un côté ouais, hyper dynamique. Ah non, j'ai trouvé que ça explose, quoi. C'est vraiment. C'est pour ça qu'Hirata, moi, je regrette que Satsuma, voilà, ça soit complètement tombé pour l'instant dans l'oubli parce que c'est l'autre grand manga de samouraï. Je veux dire, avec Lone Wolf, pour moi. Bon, après, Ça faut restera, âme sensible s'abstenir, hein, parce que ouais, bof. Ça viendra peut-être. putain, c'est Ouais. dur. Après, justement, alors, c'est vrai que le découpage de tête et de seppuku à répétition, enfin, peut-être même dès la première nouvelle, Nouvelle. il y en a 10 en tout, dès la première nouvelle, c'est vrai que c'est risible, tellement ça tombe. Ah oui, c'est vrai. On C'est- s'attache à un personnage et puis hop, finalement, du coup, il se fait trancher la tête. Mais voilà, c'est des nouvelles, donc ça va très vite. Il y a un côté un peu absurde. Et en même temps, j'adore la façon. Moi, je suis plus sensible aux tranches de vie. J'adore la façon dont tout cet excès il est appliqué à des petites gens, en fait. Tu disais, Claire, c'est pas des problèmes de voisinage, mais en fait, si, C'est du c'est quartier, ouais, c'est complètement ça. des problèmes de voisinage. C'est la vraie vie des vrais gens, et les samouraïs, c'était des guerriers de seigneurs sous contrat, etc. Mais les ronins, pas du tout. Enfin, c'était ceux qui avaient perdu leur contrat ou perdu leur seigneur. Du coup, il y a vraiment c'est toute une mythologie qui est appliquée au réel, et ça fait du bien, je trouve. Ça remet les pieds sur terre. Et j'ai pas mal apprécié. Après, c'est vrai que c'est 10 nouvelles. Au bout d'un moment, on a compris. Voilà. Et je prends la suite hein, et je termine, Oui, histoire Oui, qu'on très arrive à la rapidement. conclusion quand même. Alors, un petit point. Alors, je vais jouer les profs d'histoire. C'est voilà, bah désolé, oui, je suis aussi Père Castor, ça c'est possible. Désolé Damien, mais là pour le coup en histoire du Japon, je suis surtout un peu plus calé que toi. Surtout que je l'ai travaillé il y a pas si longtemps. Euh, non, je disais que moi j'avais eu des cours Rising. à ouais. la fac, mais je m'en souvenais plus parce que c'était Bah, trop moi, long. je les ai travaillés pour l'émission solo il y a pas longtemps. Donc, je triche. Et donc, en fait, il y a un point sur lequel vous êtes intervenu sur la place des femmes. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, pour le coup, les femmes n'ont aucune place dans la société de samouraï. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sont des œuvres sur les samouraïs, et les femmes n'ont pas leur place dedans. J'avais lu une référence qui disait que à l'époque, justement, donc typiquement au XVIIe siècle, les samouraïs préféraient justement l'homosexualité et préféraient rester entre mecs parce que vraiment les valeurs féminines, ils voulaient surtout pas être contaminés par le romantisme féminin et toutes ces saletés, quoi. Donc mieux vaut aller coucher entre mecs pour pouvoir comment dire, être entre bons guerriers, quoi. Je veux dire, donc il y avait, moi ce qui m'amuse toujours, parce que c'est une vision de l'homosexualité très virile, qui n'a Ouais. pas du tout été cultivée en Europe. Voilà, donc, mais dans la logique, c'est pour ça Pas en fait après qu'il les y a. Romains, en tout cas. Ouais, ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est l'élément majeur, c'est-à-dire qu'en fait, les femmes n'ont pas de place en dehors d'épouses. Ce qu'on voit sur une des nouvelles avec la femme Sumotori, qui va venir s'impliquer dans la gestion du fief d'une manière un peu particulière et un peu virile. Justement, mais c'est des exceptions. Et en fait, il n'y a qu'une samouraï qui est connue aujourd'hui, qui est Tomoe Gozen, qui est repérée. Donc en fait, c'est la seule cas d'une femme samouraï qu'on connaisse réellement, enfin qui soit à peu près documentée, et encore que. Donc voilà, donc ça c'était l'élément, voilà, c'était le père Euh, Castor. Oui, Ouais, vas-y, mais Père tente. Castor, tu vois, je suis d'accord avec toi par rapport à ce contexte historique qui justifie que justement Hirata ait décidé de pas les mettre en scène. Pour autant, Lone Wolf Wake Up, c'est une œuvre qui est quand même assez contemporaine enfin, qui date assez années 70-80 surtout pour le moment où ça a été publié. Mais quand tu lis Lone Wolf, les femmes sont présentes. Elles ont un rôle qui est parfois subalterne, je dis pas. Parfois, c'est aussi des tueuses. Bon, je dis pas que l'auteur a très certainement fantasmé ça. Et d'un point de vue Mm, historique, on est d'accord que, ok, elle n'avait pas forcément un rôle prépondérant dans le milieu des samouraïs. Mais pour autant,
il y en avait qui étaient mises en scène. Et moi, je trouve que d'accord, c'est peut-être pas une réalité historique, mais pour autant, c'est bien d'avoir ça Non, mais dans le ah, manga. Et c'est dommage que, voilà, c'est dommage que effectivement Hirata, quand il a fait son travail, il soit resté dans, voilà, il aurait pu aussi prendre cette liberté-là qu'il n'a pas décidé de prendre. Voilà, c'est un parti pris, c'est ça que je veux dire. ouais. Moi, je vais quand même m'arrêter sur un truc. Peut-être que dans la société de samouraï, alors vraiment, je m'y connais pas assez en histoire du Japon pour aller très loin dans la réflexion, mais euh, sur l'histoire enfin, dans l'histoire du Japon, que ce soit une société de samouraï ou pas, les femmes, elles existent, hein. Elles sont quand même là, elles sont quand même, Mhm. ça reste la moitié de la population. Et même si elles orbitent assez loin de l'univers très clos des samouraïs, c'est quand même chelou de ne pas en croiser du tout, ne serait-ce que en traversant le village, ne serait-ce que parce que elles aussi, elles ont des histoires à raconter. Enfin, elles font partie des petites gens et c'est Ouais, non, j'entends. Tu as raison. Sur ça. sur le côté petites gens, tu as raison. En effet, c'est vrai que c'est pas assez présent. D'ailleurs, petite dédicace à Yomicha qui. Tu vois, Yomicha, je tiens ma ligne depuis le début de semaine, hein. Je serai un beauf patriarcal et machiste pendant toute la semaine. C'est une Tu bref vas te pri. confronter à plus de problèmes que tu ne le penses, cher Yannick. Bah écoute, Attention avec ça. c'est Yomicha sait quelle soirée j'ai passé lundi soir et dans quelle galère je me suis fourré. Voilà. Oh là là, je veux les détails. On vous Yomicha, tu racontera. nous dis, tu nous dis hein, Bien sûr, qu'est-ce qu'il a bien sûr, fait tu lui encore. diras. Bah, manifestement, je l'ai pas assez dégoûté. Elle est quand même revenue. Bah, Eh oui. Allez, écoutez, bah justement, et sur le chat, est-ce que vous connaissiez ce manga? Voilà, est-ce que Hiroshi Hirata, c'est un auteur que vous connaissiez, que vous aviez lu? Est-ce que c'est une œuvre que vous pourriez avoir envie d'aller creuser? Ou en tout cas, vous avez eu des regards très différents, même si on est globalement plutôt client de ce bouquin historique. Voilà, on est parti sur un manga un peu consensuel, susceptible de nous, en tout cas, de nous parler à chacun euh, de manière différente. On avance. Je vous trouverai plus clivant là, Ouais, on avance, avec ouais. le manga, ça va être ouais. sympa. Ouais. Bah, c'est les gens qui vont nous Ouais, proposer on des choses attend, plus on clivantes. attend, on attend, on attend. S'il vous plaît, donnez-nous des Ah titres. bah, Allez. Ladyboy versus Yakuza, allez go, on est chaud patate. Yes. Voilà. Alors, donc, pardon, avant-dernière section de cette émission d'actu, nous allons parler, hop, celle-ci elle doit pas s'afficher, nous allons parler des sorties BD, comics, manga du mois de mars 2025. Qu'est-ce que nous attendons du mois de mars 2026? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous vous recommandons? Voilà, la réponse va démarrer. Nous allons vous proposer à chaque fois une recommandation un petit peu détaillée, une recommandation courte. Chers camarades, je vous rappelle que vous avez 5 minutes en tout, nous avons 5 minutes pour présenter ces deux titres. Let's go, si vous faites moins, ça fera plaisir aux gens et on pourra aussi en parler. Claire, c'est à toi que je vais à qui je vais donner la parole en premier, et tu vas nous parler d'un livre, en effet, qui n'est pas édité chez un éditeur. Effectivement. Donc ça, c'est un album qu'on peut actuellement trouver sur le site de Ficile, puisqu'il y a des histoires comme ça de Ficile, donc Philippe Gillot, est en auto-édition. Il sortira le 12 mars. Et voilà ce qu'on peut lire actuellement sur le site. Il nous dit c'est un livre qui a pour thème l'intelligence artificielle, axé sur l'univers d'une jeune étudiante en art, de ses amis et de leurs personnages dessinés. Pour le moment, cette histoire n'a pas trouvé de maison d'édition en briques ou en bois ou habitée. Avec Stéphanie, c'est donc sa collaboratrice scénariste, nous avons donc décidé de lui en créer une en paille spécialement dédiée. Cette bande dessinée sera également présente sur quelques sites, Vinted, Le Bon Coin, etc. Le plus important pour moi est de continuer à jouer sur tous mes projets, qu'ils soient édités en maison ou non, et ce projet me tenait à cœur. J'espère qu'il vous amusera autant que moi, que je me suis amusée à le réaliser. Et Ficile conclut en disant actuellement j'écris et dessine la deuxième partie. Alors pour moi, d'abord, c'est ce qui s'appelle un coup de gueule. Pourquoi?
Parce que moi, je ne comprends pas qu'un auteur comme Philippe Gillot, qui a largement fait ses preuves avec des beaux albums comme Ouais. Les fantômes du Mont Blanc, comme ça, qui est un de mes chouchous, Ah oui, bien le sûr. Ouais, ça, c'est voyage super, ça. de Rameau. Regardez la qualité et dedans, c'est pas dire mieux, c'est aussi beau. Voilà. Donc moi, je ne comprends pas qu'un auteur comme lui ne trouve pas d'éditeur pour publier son travail. Alors, son travail graphique est incroyable. Il faut savoir, Philippe Gillot, il est également professeur de bande dessinée et d'illustration à Jean Trubert, hein. Et donc, son travail est plus à démontrer. Il a une identité graphique qui est vraiment à lui, qui lui ressemble et qu'il arrive à décliner au fur et à mesure des récits. Là, quand on voit ces personnages, il y a un air de famille, mais moi que j'adore. Enfin, je veux dire, le chien que vous voyez là, hein, on sent qu'il a un air de famille Ouais, avec clairement. celui Mhm, qui est... bien sûr. Enfin, Hmm. Ouais. ces personnages sont attachants, ils sont beaux, ils sont bien faits. Moi qui n'aime pas les personnages à gros nez, son personnage de Rameau dans cet album-là, elle a un gros nez, mais il est beau son gros nez. Voilà. Donc moi, en plus, il décline une thématique qui est l'intelligence artificielle. Ah, et surtout dans le monde de l'enseignement et de l'enseignement de la bande dessinée et de l'art plastique. Eh ben, je ne comprends pas que une telle thématique, avec une telle patte graphique, eh bien, c'est vraiment l'avenir de la bande dessinée là qui se joue, l'intelligence artificielle. Eh ben, il n'a pas trouvé d'éditeur. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'en sais pas plus, mais je trouve ça, je pense qu'il va falloir faire nous un travail. Enfin, j'attends que vous le lisiez pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Mais en plus, c'est un magnifique album. C'est un coup de cœur. Donc, il a réalisé lui-même la mise en page et il a fait une reliure japonaise. Le façonnage, ouais. Retour, voilà, retour au Japon. Et il a fait ça lui-même avec sa collaboratrice. Il a choisi des papiers d'une qualité incroyable, une épaisseur de page, un papier glacé qui est d'une qualité supérieure et où l'impression a très très bien, enfin, c'est superbement imprimé. Enfin, le fond est là, la forme est là, mais mince alors, qu'est-ce qu'il faut pour être édité? Vendre. Moi, je Ah, comprends. ça, si tu Non, trouves le mode vendre. d'emploi à un moment donné, Claire, franchement, je crois Voilà. qu'il y Ah a oui, beaucoup de bon. gens qui en seraient contents. Donc, un Eh oui. album original, extrêmement bien fait. Le livre-objet est magnifique. Une histoire avec un double fil narratif, parce que vous allez voir, donc il y a cette histoire d'étudiants qui veulent se servir, enfin pour certains veulent se servir de l'IA, d'autres- Ça veut dire que tu as fini ton temps Ouais. de... Alors, moi, je réfléchissais à comment le faire gentiment, tout ça, et alors, t'as Marie la bourrine. Et, blam. Ok. Vas-y, finis ta phrase, va. et un double fil narratif, c'est très beau, c'est intelligent, c'est un super album, 18 euros. Donc moi, de toute façon, je vais en parler sur mes différents médias et soutenez Ficile, il le mérite Bien sûr. Et, largement. et ta référence courte, donc les références de ce que tu attends, affichées à Voilà, l'écran. Marcel Bascoulard, donc de Franz Duchazot. Franz Duchazot, j'avais aimé son précédent, voilà, Le peintre hors la loi, qui était sorti chez Casterman. Donc là, c'est chez Sarbacane. Quand on m'a présenté cet album au mois de novembre l'année dernière, je me suis dit, tiens, c'est une histoire de femme. Je n'avais pas vu le titre, c'est une histoire de femme au Moyen Âge et tout. Et ben j'étais en plein. Mais alors, à côté de la plaque, Marcel Bascoulard, c'est un artiste, c'est un dessinateur du XXe siècle. Il habite à Bourges. C'est un original. Il aime s'habiller en femme. Il revendique le fait d'être un homme qui aime s'habiller en femme, mais il ne revendique de ne pas être une femme. Et il passe son temps à dessiner. Il vend ses dessins de la ville de Bourges, représentant des monuments de la ville de Bourges, le fameux palais de Jacques Coeur. Et c'est magnifique. C'est du Franz Duchazot. Donc c'est beau. Et regardez un peu les dessins.
Donc, merci pour ce bel album, cette découverte de cet artiste que je ne connaissais pas du tout. Merci Claire. Allez, Damien, c'est toi qui enchaînes avec 2 nouvelles propositions, dont j'affiche la première à l'écran. Alors, ouais, c'est 2 recommandations jeunesse. Alors, le premier, c'est Le Buveur d'encre. Ça sort aujourd'hui, donc on est pile poil. C'est l'adaptation d'un roman d'Éric Sanvoisin par Steve Baker. Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Odilon, qui est fils de libraire. Et ce fils de libraire, il n'aime pas du tout lire. Et chez lui, comme dans la librairie de son papa, il y a des livres partout. Partout, partout. Et ses parents, comme sa mère, adorent lire. Bon, c'est normal, hein, son papa est libraire. Euh, il passe son temps à la librairie alors qu'il n'aime pas lire, mais il fait d'autres choses. Et son truc à lui, c'est d'observer les clients qui viennent derrière l'espèce de mur épais où il y a juste l'espace avec les yeux pour regarder, pour observer. Et donc il s'amuse de ça. Et un jour, il y a un client qui entre, un drôle de client, mais je vous en dis pas plus parce qu'autrement je vais vous spoiler. Il faudra lire la suite pour comprendre. Donc, Le Buveur d'encre, comme je viens de vous le dire, c'est un roman de Éric Sanvoisin. C'est un best-seller de la littérature jeunesse. Et comme Claire me l'avait dit l'autre fois quand on en a parlé avant que ça sorte, il y a énormément de professeurs des écoles qui utilisent ce livre en cours. Il a été vendu à plus de 600 000 exemplaires, donc c'est vraiment énorme. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour une fois, il y a un héros qui n'aime pas lire. Or, souvent, dans les romans pour enfants, eh bien, c'est pas le cas. Il y a souvent des enfants qui aiment lire plutôt. Donc là, c'est pas le cas. Il aime pas lire. Et puis, il est fils de libraire. Donc ça, c'est assez drôle. Il y a beaucoup d'humour. Il y a du fantastique. Mais ça, je vous dis pas pourquoi. C'est assez insolite, notamment par rapport à l'observation du petit garçon par ses yeux, comment il observe les personnes. Je vous donne une petite citation de l'éditeur. Il dit un roman qui prouve qu'il existe 1000 façons d'aimer les livres, même en les dégustant. Je ne vous en dis pas plus ça non plus. Et les dessins de Steve Baker, si vous connaissez Steve Baker, c'est vraiment, moi j'adore, c'est un auteur qui me fait beaucoup rire, qui est vraiment très drôle aussi dans la vie. Euh, Peut-être vous le connaissez pour La vie en slip ou encore pour Billy Bang Bang. C'est un trait très dynamique, très moderne, très dynamique. Ce que j'aime beaucoup, là, le petit garçon Dion, il a des très grandes lunettes, très grands yeux comme ça, donc c'est assez joli. Il y a des couleurs, le bleu, le jaune, dans les pages que Yannick vous fait voir ici, notamment là, c'est la librairie. C'est un album qu'on peut lire à partir de 8 ans, même si on n'aime pas lire. Tous les gens qui ont lu ou le roman, ou qui ont pu lire en avant-première la bande dessinée, ont adoré ce bouquin. Il n'y a pas une personne pour l'instant que je connais qui, a, qui, n'a, qui est passée à côté. Donc franchement, ça, je pense que si Nathan BD fait bien son job, ça devrait bien se vendre. C'est Voilà. un album, s'il commence à rentrer dans les cours de récréation, ça Ah va ouais, être... moi aussi je pense parce que c'est vraiment très très drôle comme le roman le veut et comme Steve Baker le veut. Franchement, c'est pile poil ce qu'il lui fallait à Steve pour cette adaptation. Voilà. Ça, c'est ma première reco. Ok, Alors, Et ma merci. deuxième reco, pardon? je vais confirmer tes propos et peut-être vous foutre un sacré coup de vieux, mais moi je l'ai lu le roman quand j'étais à l'école. Et Ouais, effectivement, c'est un très très bon souvenir. C'est ouais. vraiment une super lecture. Sur la lecture, pour ceux qui n'aiment pas lire, franchement, tout le monde va tomber amoureux de ce bouquin. Et alors, ma deuxième reco, Yannick va vous faire voir la couve, c'est Les Enfants de Châteaume. C'est le nouvel album de Cyril Pomès. Et rien que ça vaut le coup, parce que Cyril Pomès en jeunesse, eh ben, c'est vachement bien. Et en plus, moi j'adore aussi cet auteur, c'est là aussi une adaptation d'un auteur que j'aime beaucoup, un romancier qui s'appelle Thomas Lavacherie, qui avait fait notamment avec Thomas Gilbert Bjorn, Le Morphire. J'étais le seul en France à aimer ce bouquin, à chaque fois je lui dis ça les fait rire. Franchement, là, les deux ensemble, ça peut que fonctionner. C'est l'histoire d'une bande d'enfants. Il y a une maîtresse qui est pas comme les autres. Franchement, là, moi j'attends ce bouquin avec impatience à le lire parce que je pense que ça va être très bien. Voilà pour moi. Ouais, un petit tour sur le chat, Marie?
Eh bien, écoute, sur le chat, il y a Yomecha qui me dit que la couverture du buveur d'encre est très réussie et qui confirme que non, elle ne connaît pas le roman également. Voilà. Eh bien, ouais, c'est vrai que la couverture, elle donne vachement envie, je trouve aussi. Après, à titre perso, je suis quand même très attachée à la couverture originelle qui est plus comique, qui est plus drôle. Là, j'avoue, il fait un peu peur quand même, ce buveur d'encre. Là, c'est 60 pages, hein, 64 pages, donc ça se lit très vite aussi. Marie, je te laisse la parole, puisque c'est à ton Yes. tour de nous proposer ta première recommandation du mois de mars. Eh bien, je vais commencer avec L'héritière du dragon de Asuka Ishii. Alors, pour celles et ceux qui aiment les mangas un peu ésotériques, un peu oniriques, Asuka Ishii, c'est celle qui a fait notamment L'île entre deux mondes. C'est une artiste peintre. C'est absolument magnifique, c'est incroyable. C'est à la fois élégant dans le graphisme, tout doux dans le graphisme et en même temps doux pas dans le sens peluche, mais dans le sens vous avez le vent sur le visage qui est doux et printanier et qui sent bon et vous avez envie de vous prélasser là comme un chat qui dort au soleil. Et en même temps, c'est aussi très élégant dans le récit parce que Asuka Ishii, elle raconte des histoires de folklore, mais d'un folklore qu'elle invente dans des univers. Donc là, on est dans l'île entre deux mondes. Dans l'île entre deux mondes, on est dans un univers qui est tiré du Japon, en fait. Enfin, c'est le Japon. Mais les créatures, elles, folkloriques, elles ne sont pas forcément réelles. Elles sont tirées de son propre imaginaire. Et dans L'héritière du dragon, on suit d'autres personnages. Là, on est dans un univers beaucoup plus fantastique d'emblée. Euh, on va se retrouver dans un sorte de futur qui se repose sur une légende d'un dragon qui serait enfoui quelque part ou dans quelqu'un et du héros. Et on suit une jeune fille qui s'appelle Shan Li, qui parcourt ce royaume fantastique et qui aime beaucoup la nature. Donc en fait, c'est comme dans l'île entre deux mondes, on retrouve une proximité avec l'environnement qui est absolument ravissant. Il y a cette petite note de, de mystère de la nature, parce qu'on ne peut pas vraiment la comprendre, mais plus on essaye de l'approcher, et plus c'est tendre et au-dessus de toute, tout pouvoir humain en fait. C'est un truc un peu divin et en même temps un peu à hauteur. C'est le juste équilibre entre une approche un peu divine de la nature et en même temps là, une approche tout à fait quotidienne à taille humaine. Et elle est très très forte pour rendre ça euh, hyper fin, à la fois dans sa façon de raconter l'histoire et en même temps dans, dans son graphisme. Euh, donc voilà, et donc le dragon qui est enfoui dans l'univers de l'héritière du dragon, en fait il serait enfoui à l'intérieur d'elle. Il va falloir entreprendre un voyage pour essayer de sauver le royaume, parce que sinon ce serait pas drôle. On se retrouve avec donc un récit initiatique dans le style graphique de Asuka Ishii. Donc du coup je suis extrêmement ravie. Je vous montre un, un œuf, l'éclosion d'un œuf de tonnerre. De Dragon Tonnerre. De dragon tonnerre, mais c'est un œuf De c'est tonnerre. un œuf de tonnerre. Ok. Qui du coup est un œuf de dragon. Bon, bref. C'est trop bien. Voilà. Je vais avoir d'autres exemples. Il faudrait vraiment les lire pour être ravi à chaque fois. Mais bon, voilà, un simple lever de soleil. Je peux vous dire que ça claque quand on ouvre la page. Bah, il y a un côté phénix là, qui à mon avis doit être Mais, Ouais, bien le sûr. phénix. Ou elle dans le... mais moi, j'ai eu une épreuve du manga. Malheureusement, c'est un petit format pour l'héritière du dragon, pas pour celui que tu Et tiens oui, entre les là mains. c'est un. Oui, Ah, oui, là Oui. c'est un grand Ouais, format. ah, C'est les Ah oui. mangas graphiques. ouais, Non, là c'est une édition Glénat c'est et ça. c'est un petit format. Donc Ouais. j'ose espérer que son dessin va quand même être assez mis en avant
dans ce petit format, avec Parce que, l'impression va être ouais, propre, claire et nette. c'est C'est ça. un peu un pari parce que c'est une autrice qui fait des expositions très régulièrement. Mais sauf qu'elle fait des expositions sur très grand format. Donc Mhm. voilà, j'ai un peu peur de ça. Et en même temps, j'avoue que un Asuka Ishii, je ne m'attendais pas à revoir cette autrice un jour en France. Je ne m'attendais même pas à ce qu'elle refasse un manga à un moment donné dans sa carrière. Parce qu'elle a vraiment plus un statut d'artiste peintre que d'artiste mangaka. Et c'est avec un immense bonheur vraiment que j'ai hâte de lire son prochain bouquin, donc L'héritière du dragon, qui est une série. Là, c'est le tome 1 qui va sortir. et d'ailleurs, Et alors Yomicha, justement, oui, juste, c'est attends ça, Damien, vas-y. Vas-y. Yomicha demandait si tu savais, Marie, si la série serait longue. Je ne sais pas si la série sera longue. Je n'ai pas vérifié, je t'avoue. J'ai été trop enthousiaste à l'idée de juste la voir sortir, mais je peux dire ça assez rapidement. Voilà. Je pense pas qu'elle sera très très longue. Je pense qu'on peut parier sur un 6 tomes grand max, et je pense même qu'il est plus probable que ce soit un 2 tomes. Et Yomicha avait particulièrement accroché au style graphique dans l'extrait qu'elle avait trouvé, qui avait été mis à disposition en librairie. Mais il s'avère que je l'ai pris aujourd'hui chez mon libraire et je ne l'ai pas encore lu. Mais effectivement, c'est ce que j'ai feuilleté est prometteur. Damien, tu Je voulais peux peut-être rebondir? vous montrer. Moi, je voulais, ben justement, j'allais dire, Ah, pardon. j'allais dire exactement ce que tu voulais dire toi Ok, pardon. par rapport à Yomisha. Et ah ben Marie, elle est partie. J'allais dire quand est-ce que ça sort pour lui demander aussi. Ouais, je ne sais Ça sort en fin de pas. mois. Ça sort en fin de mois, Marie. Oui, 18 mars. Ok. 18 mars, 18 mars, j'ai. Wouhou. Voilà. Ça claque quand même. Hein, Ouais. Ouais. là, Petit là. format et ça claque. J'adore. Oh les arbres. Oh là là. C'est chez qui comme éditeur? C'est chez Glénat. Ok, et dernière recommandation pour toi Ouais, en dernière recommandation. Alors, je me suis express. rendu compte que je trichais un petit peu. J'avais choisi Été sans fin, mais qui sort le 1er avril, qui est un one shot et qui est visiblement une. Alors, est-ce que je me Oui, ravise si vous vas-y, voulez vas-y. Ouais. Oui. Mais rapide. J'adore. Oui, pardon. C'est un one shot qui sort chez Paquet Manga, donc déjà je m'attends un peu à voir la prod. C'est pas souvent qu'on a du paquet. Tout à fait. Et c'est a priori une création vietnamienne. Et c'est pas souvent non plus qu'on a du vietnamien qui sort en France. Euh, Graphiquement, ça a l'air. J'aimerais bien vous montrer des images. Malheureusement, je peux pas parce que pour le coup, l'album sort le 1er avril. Je n'ai même pas de service presse à disposition. Mais J'ai mis la il y a couve. un graphisme J'ai mis assez la couve. doux. T'as mis la couve, bah, formidable. Ouais. Graphisme assez doux. J'ai l'impression qu'on a un style qui tire un petit peu vers du euh, Rumiko Takahashi. J'attends de voir le contenu. Euh, mais en tout cas, ça a l'air absolument extrêmement tendre. C'est une histoire d'amour entre ces deux personnages, mais c'est surtout leur histoire. L'histoire de comment ils survivent à leur famille, comment ils survivent au poids qui pèse sur leur épaule. Parce que le synopsis dit que c'est vraiment leur relation à eux deux qui leur permet de tenir. Sauf qu'on sait tous que parfois les cheminements de la vie, les péripéties de la vie, ne nous permettent pas forcément de continuer à fréquenter les personnes qu'on aime ou simplement nos priorités changent. Donc c'est l'histoire de ces Ah deux ouais, si, c'est individus. mérité, c'est mérité, c'est mérité. C'est ces Euh, deux individus qui vivent cette jeunesse un peu compliquée. Voilà. Marie, n'hésite pas à demander à Paul Beauté d'avoir le bouquin, il te l'enverra, à mon avis, très volontiers. Il sera ravi de pousser ça. Je le ferai avec grand plaisir. Eh bien, Mathieu, Monsieur Morvan, Bruxelles Euh, Calling. Absolument. Voilà, je lance le chrono. Euh, alors, bah oui, non, parce que j'ai pas envie de me prendre un coup de corne de brume. C'est un peu chiant quand même. Alors, donc les sorties du mois à venir. Alors c'est bien la sortie de Marie qu'elle annonçait. C'est le 18 mars et moi aussi c'est le 18 mars que sort Skating Wilder, le nouveau Eiji Dungo. Eiji Dungo que le monde entier en France enfin dans la francophonie a découvert avec In Waves, hein, qui était vraiment une pépite. C'était sorti en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Alors ce coup-ci, il s'est associé en fait à un de ses vieux potes, un pote qu'il a depuis qu'il a 15 ans, je crois.
qui s'appelle Brandon Dumais. Et cette fois-ci, autant In Waves était à la fois un bouquin très très beau qui traitait eh bien à la fois du deuil de Eiji Dungo envers une de ses amies proches. Et en même temps, enfin même son amour en fait, hein, c'était son premier amour. Et là, cette fois-ci, eh bien, c'est vraiment un hommage. In Waves traitait aussi du surf et donc du deuil, mais là, avec Skating Wilder, bah, évidemment, je vous le donne en mille. On va parler skateboard et backflip. Alors, c'est un peu le violon d'Ingres vraiment de l'auteur, hein, Skating Wilder. Je vais essayer de vous montrer en plus des planches qui défilent. Voilà, la couverture, elle est super bien. Il y a un petit embossage sur la couve. Là, franchement, elle est vraiment très réussie. On est en fait de nos jours, c'est-à-dire que Eiji, il doit aller vider une maison. Enfin non, c'est un de ses potes, pardon, qui l'invite à venir vider une maison. C'est son pote Jason qui lui dit, ah viens, j'ai la maison à vider, faut que tu viennes m'aider, me donner un petit coup de main. Et en fait, tous les deux, en allant vider la vieille chambre de Brandon, en fait, il y a plein d'affaires de skate dans la chambre. Et donc, à chaque fois qu'ils sont en train de faire une caisse ou quoi, ils tombent sur des éléments qui leur font penser au skate quand ils étaient jeunes. Et c'est le prétexte dans le bouquin pour parler de toute la culture skateboard. Donc moi qui a pu voir au cinéma Le Seigneur de Dogtown, je ne sais pas si ça c'est un titre qui vous parle un peu. C'était un film qui était sorti, notamment il y avait Johnny Knoxville de Jackass qui jouait dedans. Mais ça a été vraiment à l'époque quand le film est sorti. Alors ça n'a pas fait, ça n'a pas été un raz-de-marée du tout, mais en tout cas moi à l'époque, c'est vrai que je m'intéressais un peu au skate tout ça, et c'est vrai que Les Seigneurs de Dogtown, ça a vraiment été, quand je l'ai vu, j'ai vraiment un peu écarquillé les yeux. J'ai fait ah ouais, c'est comme ça que c'est né aux États-Unis. J'y connaissais rien du tout. J'ai appris qui était Tony Alva. J'ai découvert la fabrication des premiers skateboards, etc. Et donc c'est un peu de nouveau une Madeleine de Proust dans ce bouquin. Moi j'ai replongé dans plein de choses. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que autant il y a des gens, par exemple, qui font des bouquins sur des biographies en bande dessinée, sur des thématiques précises, etc., qui vont traiter de tel ou tel événement historique. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un bouquin qui un peu se veut, comme le dit Craig Thompson, c'est un peu la Bible du skate, mais c'est marqué à l'arrière. Mais à côté de ça, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on se rend compte que les deux compères, ils ont pratiqué le skateboard, ça transpire dans le bouquin, et c'est ça aussi qui est très chouette, parce que quand vous avez la mise en scène justement d'une figure assez stylée, le découpage va avec, et ça passe du coup très très bien. Il y a un petit glossaire à la fin qui va vous expliquer voilà, les termes techniques, à quoi on fait référence, etc. Donc le seul truc, c'est que il faut pas hésiter à y aller tout de suite, c'est-à-dire que il y a pas forcément, il y a des petites astérisques quand on lit le bouquin qui font référence. Ah attention, ça c'est un mot particulier, il faut vous référer au glossaire. Mais bon voilà, on va pas vous prendre par la main, vous vous débrouillez un petit peu. Il y a des photos aussi d'époque. Enfin, c'est vraiment j'ai été assez emballé par ce bouquin. Et je terminerai par dire juste que ce qui est intéressant, c'est ça c'est un élément qui est vraiment au cœur du livre. Il n'y a rien de plus beau qu'un crew de skate, ça c'est une des phrases fortes dans le bouquin. Et ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est de se rendre compte que je dirais cet élément de la contre-culture qu'est le skateboard a vraiment été ultra popularisé par les adolescents de Dogtown. Et il faut savoir que c'était genre 5 mecs qui ont décidé de faire un peu le skate à leur sauce, et que ça a un peu révolutionné cette pratique. Donc vraiment gros coup de cœur, je pense, en devenir pour ce bouquin. Et puis mon deuxième livre, alors je l'ai à peine entamé pour tout vous dire. Ça s'appelle Saperlâche. C'est aux éditions Sarbacane. C'est Sylvain Escalon, pardon, qui signe ce livre-là. Je pense que c'est son premier bouquin. On est dans un univers assez sombre, un gamin qui en fait trouve refuge dans la forêt pour fuir la violence familiale et surtout la violence paternelle. Il va découvrir un monde un peu très fantastique en forêt, mais un monde qui n'est pas forcément moins dangereux. Donc ça c'est un peu ce qui est raconté en quatrième de couve. Je pense que l'ambiance elle est à mi-chemin entre le Silence de Comès, hein, je pense que vous voyez autour de la Mhm. table. Et puis un petit côté au niveau graphique, moi ça m'a rappelé le Il brûle de Anis El Amoury Ah, au niveau des couleurs. ouais. Donc ça aussi ça me plaît bien. Et puis il y a également, moi ça m'a fait penser aussi ce bouquin à Épouvantail de Péléas et Sénéga, un truc Mm. un peu hybride, un peu fantastique, un petit peu glauque aussi par moment. Donc vraiment je pense que ça c'est un bouquin qui va me plaire beaucoup. Je suis à 5 minutes 37, je m'arrête. Voilà, Pas mal, monsieur. voilà, Bon, voilà. allez, et Bon, bah j'enchaîne. écoute,
Vas-y Marie, commente. Non, j'allais dire qu'en tant que pratiquante de sport de glisse, je vais lire Ah oui, 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 Quête oui, avec oui. On- grand bonheur. Ouais, ouais, ouais. Et on parle notamment de roller derby Marie un petit peu. Donc, Oui. franchement, oui, oui, oui. Ok, donc bah, moi je vais, comme Matt nous a déjà un petit peu emmené en culture en terre anglo-saxonne, je vais poursuivre avec un livre qui s'appelle Stand Still, qui sort chez Delcourt le 26 mars, donc en fin de mois. C'est un livre qui est signé Lee Lothridge et Andrew Robinson, et Alex Riegel, pardon, j'oublie, ils sont trois. Donc je vous pose un peu le concept. Bon, si vous, si vous inventez pardon, une machine à voyager dans le temps, bon, même si c'est juste de quelques secondes, globalement, c'est quand même quelque chose qu'on va pas laisser traîner. Même dans un labo gouvernemental, c'est pas une bonne idée. On est d'accord? Bon, si en plus vous racontez que vous avez inventé ça à un de vos potes, un peu feignasse, avec pas beaucoup de morale, mais un bon gros désir de vengeance, bon, eh ben, peut-être que vous poussez un peu le bouchon et que ça risque de mal se finir. Ça, c'est Stand Still. Ça va faire du sale, évidemment. L'idée, c'est qu'on est, donc, comme je vous l'indiquais, hein, on est vraiment sur un homme qui met la main sur une machine à voyager dans le temps de quelques secondes en arrière, mais qui lui permet en fait finalement de prendre un coup d'avance sur tout le monde. Et il se trouve que ce gars a perdu sa femme dans des conditions assez dramatiques et qu'il a particulièrement il a l'intention de se venger des criminels qui sont impliqués sur la mort de sa femme, et va donc utiliser ce dispositif pour pouvoir s'en prendre à eux. Moi, ce que j'aime bien dans ce que j'ai apprécié dans ce bouquin, c'est ce que j'appelle ce qu'on appelle la fonction cathartique de la violence. C'est-à-dire que évidemment qu'on est sur quelque chose qui va être très bourrin, qui va être très agressif, très violent, mais qui vient, pour moi, symboliser la dureté des sentiments ou la dureté de ressentir le deuil, là en l'occurrence ici. On pousse les curseurs à fond pour évidemment caricaturer ce qu'on ressent tous au fond de nous, les pulsions qu'on a au fond de nous quand on perd quelqu'un de manière particulièrement injuste. Et là, ici, eh bien, en fait, il donne les moyens à ce personnage de pouvoir assouvir ce que nous aimerions tous faire, c'est-à-dire, alors, malheureusement, il ne peut pas retourner dans le passé pour empêcher la mort de sa femme, mais par contre, il peut se sauver la mise de manière suffisamment aisée pour pouvoir, en tout cas, se mettre à dézinguer tous les gens qui lui posent problème. Ça vient questionner le rapport à la vengeance, évidemment, mais aussi au pardon. Il y a une grosse séquence autour du pardon et comment est-ce qu'on peut se pardonner d'avoir fait ces choses-là. On va parler de l'abus de la science par le complexe militaro-industriel et l'exploitation évidemment de la création scientifique. Il y a des questions de rédemption, bien entendu. Tout ça n'est pas réglé de manière positive, gentille et simple. C'est tout en nuances de gris. Le seul problème pour moi sur ce bouquin, en tout cas c'est pas forcément un problème pour tout le monde, moi ça me chahute toujours un peu, c'est qu'il y a deux dessinateurs, Andrew Robinson d'un côté qui est le co-créateur du bouquin et Alex Riegel de l'autre qui va faire la moitié ou les deux derniers tiers de l'album, et que les deux sont pas tout à fait au même niveau, que Andrew Robinson est brillant avec un dessin qui flirte avec Sean Murphy, très élégant, voilà. En plus c'est un format à l'italienne, vous le voyez à l'écran sur la couverture, c'est un format qui est qui est très beau, mais bon c'est un peu décevant, le dessin est un peu moins bien, mais ça gâche pas la lecture et ça gâche pas Et, le plaisir. et, et Yannick, est-ce que tu as des visuels en plus de la couverture ou pas? Non, j'avais que la couve là. Ok, J'avais pas eu ok, le truc. Et D'accord. dernière chose, et moi, ma deuxième recommandation, on reste toujours côté comics et on n'est toujours pas dans le super-héros, puisque je vous rappelle plutôt la sortie du tome 9 de la série Lazarus de Greg Rucka et Michael Lark. Ça sort chez Urban Comics et je vous le recommande parce que c'est un thriller géopolitique bourré d'action, mais extrêmement humain, extrêmement sensible. Je vous en dis pas trop. Il y a un article qui est en train qui va être programmé sur Comic Strip que vous lirez vraisemblablement la semaine prochaine. C'est en tout cas une série
qui est un peu longue à sortir. Il y a une intégrale chez Urban qui est vachement bien. Je vous le recommande. Ça mériterait de sortir en série télé sur Amazon, Netflix ou un réseau comme ça avec un peu de sous ou HBO. Tellement c'est beau, c'est grand, c'est fort. Voilà, c'est Lazarus, tome 9 Euh, chez Urban. Et, et est-ce que les Oui, 8 précédents, ils sont bien ressortis aussi chez Urban? Parce à la oui, base, c'était chez Glénat, si je oui, dis pas c'est de ça. bêtises. C'était chez Glénat Comics et tu as une version intégrale. Tu as une version intégrale qui est disponible, je crois, jusqu'au tome 6 ou 7. Et après, Urban a fait un ou deux tomes supplémentaires pour compléter. Au format Ok. de Glénat, au même format que Glénat pour que les collectionneurs puissent faire le lien. Voilà, il me C'est restait bien quand ils quelques sont secondes. smart comme ça. Ouais, c'était intelligemment fait. C'était plutôt pas mal. Alors, Mhm. je vous ai mis, chers viewers, je vous avais mis un lien, un deuxième lien sondage. N'hésitez pas Eh à oui. voter pour nous dire pour qu'on puisse repérer quelles sont les sorties préférées, celles qui, en tout cas, qui vous inspirent le plus parmi toutes les sorties que l'on vous a proposées ce mois-ci. Dernière partie maintenant, chers collègues et Oui, Ouais. chers allons-y. viewers. Absolument. Eh bien, c'est la Non, il a partie pas envie. non, tu te tais alors, tu partiras pas, parleras pas. J'aime bien Fini. faire taire les gens. Puni Kajibi. La dernière partie, Hmm. c'est l'agenda culturel. Nous allons vous Eh oui. proposer chaque mois les moments importants de ce mois en bande dessinée, mais pas que, mais en tout cas connectés à l'univers de la bande dessinée. Et c'est Claire qui va prendre la parole. Ton actu, Claire. Que le festival BD de Bastia qui se tiendra du 26 au 29 mars. Donc ce festival a l'habitude de faire la part belle aux échanges et aux rencontres avec les auteurs et les autrices, mais également aux expositions, puisque chaque année, il y a entre 12 et 15 expositions pendant le festival de Bastia. Alors, comme 2026, c'est Sariakuva, Sariakuva, ça veut Souvent dire que c'est imité, l'année de la... rarement égalé, Pardon, parfois pardon. Ah oui. Oui, finlandaise en France, eh bien, de nombreuses manifestations vont se dérouler partout sur le territoire. Et la première étape donc de cet événement se passera donc à connaissable, oui. Bastia, dans le cadre D'accord. du festival BD donc à Bastia. Et donc du 26 mars au 21 mai, au centre culturel Una Volta se tiendra une exposition pour mettre en lumière le travail d'auteurs et d'autrices qui ne sont pas très familiers ici, enfin qui ne nous sont pas très familiers. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la BD finlandaise, eh ben, direction Bastia. Euh, Plus d'informations sur leur site. Et donc, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur toutes les rencontres que vous pourrez faire là-bas. Voilà. Eh bien, chers Hein. amis, c'est pour ceux qui veulent descendre dans le sud, alors que dans le nord, un minute, Allez. Ouais. un minute, Matt, c'est pour toi. Qu'est-ce qui se passe le week-end le même week-end? Alors, non, on dit pas Bilout à Bruxelles, mais effectivement, il y a la foire du livre qui va battre son plein. Alors, cette année, ça a lieu du 26 au 29 mars. Alors, la thématique centrale de la foire du livre cette année, c'est défier le futur, une invitation à prendre le temps, rêver, exercer son esprit critique et être acteur, actrice du monde de demain. Donc voilà, là, c'est je ne fais que citer le communiqué de presse. Alors, il y a 350 activités qui vont être proposées. Il y a énormément, bien sûr, d'auteurs qui seront présents. Suzy Morgenstern, Thomas Lecher, Maud Ankawa, Christelle Dabos, Morgane Moncombe, je ne vais pas pouvoir évidemment tous les citer. Au rayon bande dessinée, Philippe Geluc qui va être présent, Julien Solé et Arnaud Le Gouefflec, puisque là j'aurai l'occasion de les interviewer, avec également Charline Vanhoenacker, ça va être sympa. Et puis avec Yannick, on aura aussi un événement le dimanche avec c'est un drink and draw avec trois auteurs différents. On va se faire un plaisir de concocter tout ça. Donc voilà, il y aura beaucoup d'expositions également, beaucoup d'exposants qui seront présents. C'est l'événement du livre en Belgique. Donc bah voilà, n'hésitez pas si vous êtes de passage à venir nous voir, à venir voir aussi les animations qu'on va faire avec Yannick. Yannick, lui, il va avoir du pain sur la planche. Il aura beaucoup d'animations. Je pense que tu en as 5 prévues, si
je dis Ouais, pas de des bêtises. 6 Euh, même, 6 en tout. 6 Enfin, même. Bah en voilà. Et comptant. notamment le quartier manga aussi, on le Hmm. précise, qui ouvrira encore bien ses portes cette année. Donc il y a notamment Naban qui est présent sur place. Il y a les libraires qui sont là aussi pour défendre les catalogues d'Akata ou autres. Donc franchement, la place du manga aussi, elle est prépondérante pendant la foire du livre. Donc voilà, un Ah, événement aussi très 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 chouette en devenir. Voilà. The Reading Iris nous dit qu'elle a déjà hâte d'être à la foire du livre de Bruxelles. Eh bien écoute Iris, si tu es à la foire, bah, n'hésite pas à passer nous voir avec Matt et moi, puisqu'en effet nous serons tous les deux à l'animation de rencontres au travers du festival. Matt fait la Gottlieb, C'est moi ça. je fais les mangas notamment, et nous serons tous les deux impliqués sur le Drick and Draw du dimanche après-midi. Et Voilà, bonjour à Iris au passage, puisque voilà. on travaille dans le même bâtiment. Donc salut Iris. Ah d'accord, ah, c'est pour ça. Ah ok. Et bah voilà, et bah voilà. Allez, je garde le micro Et et pour je... le coup, et je précise quand même que version pour la Foire du Livre de Bruxelles, c'est Taïwan qui est mise en avant pour Ouais, la Oui version aussi, ouais, OSS. ouais, donc tout à fait. techniquement pas tout à fait le manga. Nous sommes d'accord. Manoir. Le manhwa. Le manoir. J'enchaîne et je reste dans le monde des festivals BD, mais Damien et Claire vous parleront d'autre chose. Avec les 14 et 15 mars, le deuxième festival BD Bulle de Lune dans la ville de Lunel, non loin de Montpellier. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à passer les voir. Donc ça se passe à l'espace Castel Louis Feuillade et à la médiathèque de Lunel Agglomération. C'est 2 € par personne, gratuit pour les moins de 18 ans. Vous aurez notamment une exposition que nous rêverions tous de voir, une exposition consacrée au super de David et Frédéric Maupomé. L'affiche que vous avez à l'écran est signée Arnaud Poitvin. Et si on vous parle spécifiquement, et si je vous parle spécifiquement de cet événement, c'est parce qu'il est organisé par la librairie La Malabule à Lunel, et que cette librairie, elle est tenue par quelqu'un que nous connaissons très bien, nous tous les 5, Nicolas Mallet, qui fut l'attaché de presse de La Gouttière, notamment des éditions de La Gouttière, que nous aimons, que nous embrassons et à qui nous souhaitons le plus grand succès pour cet événement. Voilà, donc exposition, rencontre, dédicace le 14 et 15 mars à Lunel. Voilà pour ce côté agenda des festivals BD. Et donc, Marie, peut-être toi? Ouais. Allez. Allez. Bon, alors bien sûr, moi je vous parle de manga. Et comme on vient de vous parler de bande dessinée pendant 1 heure, je vous parle d'autre chose. Je vous parle de la série One Piece qui revient enfin pour la saison 2 version live sur Netflix. Le 10 mars, c'est bientôt. Alors dites-nous en commentaire qui va se refaire l'entièreté de la saison 1, qui ne fait que 8 épisodes, d'ici le 10 mars, donc dans 5 jours. Ça va très vite hein, comme news, hein. Je vous apprends pas grand chose, j'imagine, pour celles et ceux qui suivent un petit peu la série. Simplement que nous entrons désormais sur Grand Line, que notre première arrêt, et on retrouve la baleine Laboon que vous voyez à l'écran. On s'arrêtera également à Alabasta. On va retrouver 2 personnages qu'on adore du crew des Mugiwara, des chapeaux de paille. On va retrouver bien sûr le personnage de Vivi à Alabasta, qu'on rencontrera sous le nom de Miss Wednesday, qui est jouée par Charitra Chandran, qu'on connaît bien pour jouer un rôle dans la saison 2 de Bridgerton, voilà, qui est une super actrice. Et on retrouve également notre super Nico Robin sous le nom de Miss All Sunday, qui est jouée par Lara Abova, 2 personnages qu'on adore. On retrouve également Chopper qui entre dans l'équipage, dont la voix off et Michaela Hoover. J'ai un peu hâte de voir concrètement comment va bouger cette création toute faite de Chopper, qui évidemment n'est pas un costume, mais une création, il me semble, numérique. Voilà. De quoi vous dire d'autre? Le 10, on se retrouve. Est-ce que vous voulez l'heure? Je suis sûre que je peux vous trouver l'heure en vrai. Est-ce que vous voulez l'heure? Moi, je serai devant le. Moi, je sais que je serai devant la série. Franchement, j'ai tellement kiffé la première saison. L'acteur principal est tellement incroyable que j'ai adhéré. Je veux voir la suite, hein. Pourtant, voilà, j'ai lu 5 tomes de One Piece dans ma vie.
Eh ben, c'est une. Mais tiens, ça, c'est une grande question. Moi, je la pose parce que j'aurais bien aimé qu'on en parle un petit peu plus. C'est est-ce que vous appréciez les adaptations live? Qu'est-ce que vous trouvez Eh ben, figurez-vous, alors je coupe Marie, Ouais. là parce que je suis assidûment One Piece, je suis à jour dans les chapitres, dans la lecture des chapitres. Et là, je viens de découvrir le dernier chapitre en ligne Mais what? qui Non, vient de tu sortir te au tais. Japon. Tu Non, te non, non, tais. non, là, J'ai sur plusieurs la semaines de retard. couverture, sur la couverture, sur juste la couverture du Shonen Jump, en fait, de cette semaine ou de la semaine dernière, eh ben, on découvre Chopper. On voit comment Chopper a été réalisé pour la série. Donc, si vous voulez voir à Ah quoi bah, Chopper ressemble, allez eh sur ben, le site du allez Shonen Jump. voir le dernier Shonen Jump qui a été en ligne. Oui, oui, Et, oui. et Pam McCoy Et dit puis, que la saison... Attends, juste Marie. Pam McCoy dit que la saison 1 était laborieuse, mais que par curiosité, il va regarder la saison 2. ouais. Tant pis. Bah, laborieuse, la chose la plus laborieuse, à mon sens, dans cette série, c'est les combats. Parce que du coup, ils sont restés dans cette optique de coller un peu à le côté un peu fantasque, un peu surjoué des combats du manga. Du coup, il s'avère que même si Zoro est l'un des personnages les plus stylés de l'univers, quand même assez ridicule à regarder. Et ça fait un petit peu mal au cœur. Mais bon. On reste dans le monde du manga. Ouais. Et Oui, allons-y. pour une fois, c'est Damien qui va vous parler aussi culture japonaise. Oui, alors exactement. C'est l'ensemble des librairies du réseau Canal BD qui donnent rendez-vous à leurs clients avec le samedi 21 mars le Japan Day. Alors le Japan Day, il y aura des goodies, il y aura des dédicaces dans certaines des librairies et notamment il y a une affiche exclusive réalisée par Sylvain Repos et on pourra acheter cette affiche et puisqu'il y en aura 150 qui seront numérotés et signés. Alors je ne vais pas vous donner tous les goodies que vous pourrez retrouver dans les différentes librairies. Il suffira d'aller sur le site, mais il y a notamment une jaquette spécifique de Dadandan réalisée par Tony Valente, un marque-page La chanson de Lala, ou encore une lithographie Gose Otaru et Man of the Rust, et enfin un pliage pop-up, ça j'adore les pop-up, je suis fan, de Termae Romare Redux. Donc voilà, si vous voulez, le samedi 21 mars, allez dans vos librairies qui sont du réseau Canal BD pour découvrir tout ça. Quand vous aimez le manga, c'est quand même assez sympa. Voilà. Parfait, merci chers collègues, et bien chers Merci. viewers, chers auditeurs, il est temps pour nous de conclure. Vous voyez, on a fait 1h45 au lieu des 1h30 promis, sachant qu'on a démarré un petit peu, pris un peu de temps, donc on n'était pas si mal, pas si mal. Donc je vous ai poussé au train, je vous ai grondé pour rien, j'ai joué le maître d'école. Pour pas grand chose, on a été plutôt pas mal, c'est instructif pour nous. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire, eh bien, écoutez, ce que vous pensez de cette nouvelle version de notre mag d'actu. Voilà, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ce qu'on vous propose voilà, est intéressant, vous convient, vous donne envie de continuer à regarder l'émission du premier jeudi de chaque mois? Voilà, et puis bah, écoutez, donc voilà, on espère, n'hésitez pas à nous dire. Pam Koy qui nous fait des bisous et des gentilles déclarations, il est bien bon. Nous t'aimons, Pam. Voilà. Les collègues, c'était cool. Voilà, je peux dire que j'aime bien en tout cas cette nouvelle. Je trouve que c'est intéressant. On n'est pas à l'abri de faire quelque chose. Mhm. N'hésitez pas à voter sur les différents sondages qu'on va mettre aussi sur nos différents réseaux Ouais. pour nous donner une petite tendance pour la prochaine du mois d'avril. Voilà, Voilà. Yomicha a beaucoup aimé la formule de ce soir. Eh bien, merci Bah, merci. Yomicha. Et donc, voilà, comme disait Damien, n'oubliez pas que c'est vous qui allez fixer le thème du club lecture du premier jeudi d'avril sur un titre du mois de mars. Donc, faites-vous vos propositions, on tranchera entre nous ce qui nous fera le plus marrer ou nous Oui, surprendra le plus. oui, Voilà, ou ce qui nous sera notre coup de cœur, sait-on jamais. bien sûr. Je sais pas. Alors, comment ça se passe maintenant? La semaine prochaine, Oui. c'est Marie qui reprend le micro en solo. Et On est bien le jeudi, on passe à tous les jeudis
mais elle vous dévoilera, on vous dévoilera dimanche le thème de la... À moins que Marie, tu veuilles en dire quelque chose ce soir. Eh bien, écoutez, j'ai deux possibilités entre mes mains. Peut-être que je vais avoir des invités, peut-être que je vais pas en avoir. Et dans tous les cas, ça va être une émission très fun parce que je vais vous parler soit d'un sujet qui me passionne, qui concerne largement les réseaux sociaux et votre consommation, j'en suis sûre, sur les réseaux sociaux de bande dessinée, d'informations liées à ces univers-là. Ou alors, je vais vous parler de bande dessinée autour d'un sport dont on a dit 2-3 mots tout à l'heure. Le nom a été prononcé. Le Parce qu'il est revenu curling. d'actualité Oui. Essai encore. Tu as 3 essais. Autour d'un sport, un sport de glisse qui est d'actualité aujourd'hui, qui va être d'actualité surtout fin mars, début avril. Donc je vous précise tout ça dimanche, effectivement, mais voilà les 2 options que vous avez sur la table. Donc le troisième jeudi, ce sera notre émission collective donc consacrée à un invité mystère, cette fameuse déesse dont on espère bien vous parler. Là, c'est vraiment un nouveau format qu'on va développer pour creuser l'univers d'un auteur ou d'une autrice. Après ça, qui est-ce qui s'y colle? Je crois que c'est Damien, non? Oui, le 24. Ouais, 4, parce que Le 26, pardon. nous sommes à 5. 25. Nous sommes à 5 jeudis. Ouais. Non, enfin, on est à 5 émissions, vous allez voir. Damien, tu fais quoi sur ton jeudi? Ah, alors je devrais avoir une invitée spéciale que nous On connaissons. l'adore. Et Ouais. on va parler de young adultes, de jeunes, je vais y arriver, de comics plutôt anglophones autour des young adultes qu'on adore tous. Et voilà, donc j'aurai une invitée, mais ça je vous le dirai plus tard. Mais vous la connaissez, je suis persuadé tous, parce qu'elle navigue un peu partout dans la bande dessinée et au-delà même. Tout à fait. C'est le cas de le dire. Et Claire, un créneau pour toi aussi. Quand est-ce que tu... Parce que tu vas nous faire un mardi quand même. On vous en donne un peu plus. Le 31, et j'espère. Enfin, il est d'accord, il m'a donné son accord, donc normalement, je reçois Xavier Coste pour qu'on parle de son nouvel album qui s'appelle Sculpter l'éternité, face à face entre Rodin et Michel-Ange. Et c'est toujours un plaisir de discuter avec. Donc, c'est un album en collaboration avec le Louvre. Xavier Coste a eu la possibilité d'aller travailler seul au Louvre. Donc, j'ai hâte qu'il nous raconte cette nouvelle aventure. C'est un album qui sort chez Rue de Sèvres et qui sortira le 15 avril. Voilà. Pour en avoir vu des planches, ça va être Ouais. sublime. Ouais. On a hâte de vous proposer donc tous ces moments. En avril, on vous propose un nouveau format sur les émissions solo aussi. On vous tiendra au courant pendant le mois de mars. Merci à toutes et tous d'avoir été là. Merci à tous ceux qui sont sur le chat. Merci à ceux qui arrivent plus nombreux ce soir. Et ce que je voulais faire, dommage, j'ai raté, j'ai oublié de lui demander. Le mois prochain, nous irons faire un raid après l'émission chez Calumis que nous avons eu longtemps sur nos chats d'émission, mais il se trouve que le jeudi soir, elle stream, et donc le mois prochain, nous irons lui faire un coucou après cette émission. Allez, top. Cher tout le monde, on vous embrasse, on vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Il fallait te lever, Matt. Vas-y, refais, et lève-toi. Ouais, moi je pas fais du moi. bruit de canard. Je fais des bruits de canard. Jusqu'à ce qu'on arrête le live, je fais des bruits de canard. Il est insupportable cet homme. Allez, Allez. on vous dit au revoir. Ciao tout le Bonne soirée à monde. tous. Bisous.